Nous sommes donc de retour dans notre rubrique L'interview éco avec nos deux experts, nos deux macroéconomistes, Philippe Béchade et Charles Sana. On parlait du pouvoir d'achat, de la chute du pouvoir d'achat. Je rappelle une statistique, c'est l'OCDE qui nous expliquait la semaine dernière qu'en France, le pouvoir d'achat a augmenté entre 2007 et 2021 de 8,5%. C'est quand même une donnée qu'il faut comprendre. Vous parliez d'un autre côté. Alors moi j'ai envie de vous poser cette question, Philippe. Est-ce qu'il faut à tout prix préserver le pouvoir d'achat malgré le fait de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que le déficit public se creuse et va encore se creuser selon Charles? Bon, d'abord, cette hausse de pouvoir d'achat est évidemment une escroquerie qu'on pourrait débunker très facilement. D'abord, en se référant au Shadowstat qui recalcule l'inflation sur la base d'un panier où l'immobilier, par exemple, le coût de l'immobilier, le coût du logement, serait pondéré à hauteur de son poids dans le budget des ménages, à 30%, 35% et non pas 7 ou 8%. Donc évidemment que le pouvoir d'achat des ménages a fortement régressé depuis l'an 2000. Il n'y a que les chiffres officiels qui continuent de nous mentir. Voilà. Mais toujours est-il, est-ce qu'il faut le préserver, ce pouvoir d'achat, même s'il s'érode, il y en a encore un peu. Non mais le pouvoir d'achat, quelque part, ça ne se préserve pas. C'est le travail de la croissance d'augmenter le pouvoir d'achat. C'est ce que les États-Unis ou l'Europe ont connu du début des années 50 jusqu'à la fin des années 70, grosso modo. Donc le pouvoir d'achat, ça se préserve un peu quand même face à l'évolution, à l'explosion des prix du pétrole. Il faut bien préserver ce pouvoir d'achat. Ça a du sens, le terme préservation a du sens. Oui, mais à ce moment-là, ça veut dire que c'est l'État qui décide. Oui. Qui préserve le pouvoir d'achat, c'était l'Union soviétique, c'est la Chine. Donc, je reviens à l'exemple des années 50 à 70, il n'y avait personne qui préservait le pouvoir d'achat. Il se préservait bien tout seul via la croissance. Alors là, ce qui nous arrive cette année, c'est on va se prendre la double peine. L'année dernière, rappelez-vous que le pouvoir d'achat de l'État aussi a augmenté grâce à la hausse des impôts augmenté du rebond spectaculaire de la croissance. Cette année, ça va être le phénomène inverse. Avec la contraction de l'activité et des recettes de l'État, on va se retrouver avec une perte de pouvoir d'achat de l'État. Et c'est à ce moment-là que l'État va devoir voler au secours du pouvoir d'achat. Je dirais que là, aujourd'hui, ce n'est pas du tout la question de sauver le pouvoir d'achat. C'est impossible dans un contexte d'inflation. Naturellement, on le comprend bien. Sinon, il faudrait augmenter le pouvoir d'achat de 8 ou 8,5%, ce que nous sommes absolument incapables de faire. Non, ce qui compte aujourd'hui, c'est de permettre aux plus fragiles, effectivement, de continuer à pouvoir payer le toit au-dessus de leur tête et celle de leurs enfants, nourrir la famille et éventuellement se chauffer pour qu'à l'automne, on ne nous dise pas, tiens, les urgences sont submergées de gens qui ont attrapé des bronchites parce qu'ils n'ont plus les moyens de payer le chauffage, de faire leur virement à EDF. Voilà ce qui est en jeu. C'est même pas une question de pouvoir d'achat. Avec une inflation à 8%, je le rappelle, c'est totalement impossible. Charles, il faut le préserver, ce pouvoir d'achat, selon vous ? Alors, je ne peux qu'aller dans le sens de Philippe quand il vous dit ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est pas de préserver le pouvoir d'achat, c'est d'aider les gens qui sont frappés de plein fouet par les augmentations de prix. Et Philippe a entièrement raison d'insister exactement là-dessus sur, je dirais, la dignité et le confort de base, qui est de pouvoir se chauffer et s'alimenter. Et ça, c'est évidemment indispensable. Une fois qu'on a parlé de ça et de dire il faut absolument aider les plus fragiles parmi nous financièrement, et ça, c'est bien de voir le gouvernement s'orienter là-dessus parce que de toute façon, il ne pourra pas aider tout le monde. Bon, voilà. Et pourquoi il ne pourra pas aider tout le monde ? Parce que quand Philippe vous disait ceux qui préservent le pouvoir d'achat, c'est l'Union soviétique. Mais c'est extrêmement juste. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ayez de l'inflation et donc un problème de pouvoir d'achat ? Le pouvoir d'achat, c'est la conséquence de la situation. C'est pas le début du problème. C'est la conséquence de tous les problèmes que nous avons. Nous sommes incapables de régler. Si vous voulez diminuer le prix du gaz,
et faire en sorte qu'il y ait du gaz, il faut faire la paix avec la Russie. Je vous dis pas c'est bien, c'est mal, Poutine il est gentil, il est méchant, c'est pas le sujet. Je vous dis juste, techniquement, si vous voulez régler le problème de l'inflation du prix du gaz, alors faites venir du gaz. Tant que vous ne ferez pas venir de gaz, vous aurez un problème sur le prix du gaz, et donc vous aurez un problème d'inflation. Ouais, c'est très clair. C'est très clair, mais d'un autre côté, aujourd'hui, on est un peu dans une économie de guerre, donc il faut se préparer finalement par la force des choses à ces coupures, à ces legs, à ces ruptures d'approvisionnement et donc à ces hausses de prix. C'est un peu mécanique, en fait, il faut juste préparer les esprits à ça. J'essaye de répondre à votre question qui est comment préserver le pouvoir d'achat. Et je vous dis que pour préserver le pouvoir d'achat, il faut s'attaquer aux causes qui viennent éroder le pouvoir d'achat. Et les causes qui viennent éroder le pouvoir d'achat, c'est les prix de l'énergie, la baisse de l'euro à cause de l'endettement des États. Donc, tant que vous avez des facteurs d'endettement des États qui empêchent la hausse des taux d'intérêt et donc la hausse de l'euro, et donc qui nous entraînent dans des problèmes monétaires de valeur de notre monnaie, eh ben, votre pouvoir d'achat de la monnaie, il diminue. Tant que vous avez des problèmes d'approvisionnement en énergie, votre énergie, elle augmente et donc ça vient amoindrir votre pouvoir d'achat. Donc le pouvoir d'achat, aujourd'hui, il va continuer à être victime de la situation parce qu'aujourd'hui, toutes les causes perdurent. Toutes les causes à la baisse du pouvoir d'achat perdurent. Et encore une fois, je ne vous dis pas, faut préparer, pas préparer, dire aux gens de mettre des pulls, pas des pulls, etc. Moi, je peux vous dire que dans la zone gilet jaune dans laquelle j'habite, ça fait déjà des années que les gens se chauffent à 15 degrés, voire ne se chauffent pas du tout. Donc, si vous voulez, c'est pas quelque chose de nouveau et la précarité énergétique, elle est bien plus importante que ce que l'on peut imaginer dans notre pays. Alors, je vous entends bien, Charles, et on va aborder ce sujet justement de la précarité énergétique juste après. Je veux revenir sur ce que vous dites tous les deux, messieurs. Ok, donc on a compris que finalement ce sont les causes, c'est les expériences, les mouvements qui ont été créés avant qui ont induit cette inflation énorme. Ceci étant, le gouvernement actuellement au Parlement cherche, à partir de lundi, va trouver des pistes, va essayer de dégager des pistes pour soutenir, renflouer le pouvoir d'achat. On parle pour le gouvernement en place de solutions à hauteur de 20 milliards, pour les oppositions on est à 100 milliards. Si je vous entends bien, en fait tout ça, ça sert à rien, qu'on débatte de ce problème à l'Assemblée nationale et finalement laissons faire les choses d'une certaine façon. Non, mais là, on est en train d'essayer de vider les cales du Titanic avec une cuillère. J'avais juste fait une petite allusion à l'impact sur le pouvoir d'achat des ménages de la hausse du coût du logement. C'est le principal facteur de perte de pouvoir d'achat des 20 dernières années. Vous avez une hausse de près de 250% du coût de l'immobilier dans certaines villes. Sur les 5 dernières années, vous prenez des villes comme Bordeaux, Rennes, même Le Mans, hein, où le mètre carré n'est pas cher. En l'espace de 5 ans, les acheteurs ont perdu l'équivalent de 2 chambres. Pour vous dire, la hausse du prix dans les villes. À aucun moment, les salaires n'ont jamais progressé au même rythme. C'est l'éléphant dans le corridor et on continue de faire comme s'il n'existait pas, ou on est en train de se concentrer sur le trèfle à 4 feuilles qui est entre ses pattes avant. Donc c'est quelque chose d'assez hallucinant. Et là, avec la remontée des taux, on va encore ralentir les achats d'immobilier, la production d'immobilier, donc le cycle de renchérissement de l'immobilier ne va même pas s'arrêter avec l'inflation. Enfin, c'est quelque chose d'assez hallucinant. Et le gouvernement pense que c'est tellement important, cette histoire de l'immobilier et du logement, qu'il n'avait nommé aucun ministre, ni même sous-ministre, ni même sous-secrétaire d'État, dont le logement faisait partie de son portefeuille. De son portefeuille, voilà. De ses priorités. On marque une pause et juste après on continue. Voilà. On va essayer d'anticiper, de comprendre les conséquences de cette érosion du pouvoir d'achat. À tout de suite sur TF1.